Je vais vous parler plutôt effectivement des aspects cliniques de l'adulte et un petit peu d'aspects aussi pratiques. Donc, vous avez entendu parler depuis maintenant, alors ça fait 15 ans qu'on en parle, des anticorps anti-MOG, mais ils ont un intérêt, je pense, depuis peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, le spectre des anticorps anti-MOG, il va dépendre de la méthode de détection que vous allez utiliser pour les mettre en évidence. Et la première méthode de détection proposée, c'était un ELISA, donc qui reconnaît une forme dénaturée de la protéine. Et quand c'était un ELISA, il avait été associé, ces anticorps, à la sclérose en plaques. On avait enfin trouvé le biomarqueur de la sclérose en plaques. Il y avait un gros papier qui était sorti dans le New England Journal of Medicine qui disait, ça y est, quand vous avez ces anticorps, vous avez un risque important de faire une sclérose en plaques derrière. Et puis malheureusement, aucune équipe n'a réussi à remettre ces résultats en évidence. Et la même équipe a fini par admettre que ces anticorps anti-MOG, avec cette méthode-là, ils étaient présents aussi chez des patients qui n'étaient pas malades, chez des sujets sains, et donc c'était pas très spécifique. Donc ils sont un petit peu tombés en désuétude. Et la même équipe a finalement quand même s'est dit c'est peut-être intéressant. Et ils ont changé la méthode de détection en utilisant ce qu'on appelle le cell-based assay, qui est une méthode qui permet de reconnaître la protéine, mais sur une forme ce qu'on appelle conformationnelle ou naturelle, exprimée par une cellule, et donc qui est proche de l'expression naturelle dans le système nerveux de la protéine MOG. Et avec cette technique, ils se sont rendus compte que finalement, ces anticorps n'étaient pas liés à n'importe quoi, mais associés au spectre large des pathologies inflammatoires démyélinisantes, y compris la sclérose en plaques. Donc là, c'était intéressant, mais ça restait quand même limité parce que c'était présent dans toutes les pathologies inflammatoires démyélinisantes. Et en continuant à améliorer la technique de détection, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en changeant la nature de la protéine, en prenant une forme complète de la MOG et pas une forme tronquée, en utilisant un anticorps secondaire particulier qui ne reconnaît que les IgG et pas les IgM, on peut détecter des anticorps avec là un spectre clinique beaucoup plus spécifique et homogène que je vais vous décrire et que Kumaran vous racontera chez l'enfant, qui est proche finalement du spectre de la NMO dont Kumaran vous avait parlé l'année dernière. Donc ce spectre a été rapporté maintenant depuis 4 ou 5 ans, essentiellement par des équipes d'Angleterre et d'Allemagne, avec cette caractéristique, ça touche donc les anticorps anti-MOG, les adultes jeunes, avec un sexe ratio autour de 1 garçon pour une fille, un risque qui était considéré à l'époque, au départ, dans ces petites séries de rechutes faibles, plutôt des maladies monophasiques, potentiellement post-infectieuses aussi, avec un tableau plutôt de NMO chez l'adulte. Et le handicap était discuté, mais plutôt considéré comme moins grave que d'autres maladies inflammatoires. Sur le plan biologique, était caractérisé par une pléocytose souvent importante et l'absence de bandes oligoclonales surnuméraires, ce qui était un peu surprenant pour une pathologie à médiation anticorps. Il n'y avait pas de co-association avec les anticorps anti-aquaporin 4 et pas d'auto-immunité associée au niveau sanguin de façon majeure. Et ce spectre semblait associé à une corticosensibilité importante. Mais il y avait quand même des limites à tout ça, c'est que c'était des petites séries. La plus grosse série, c'est 50 patients, et qui mélangeaient des formes pédiatriques et des formes adultes, ce qui est un problème, on va vous montrer, parce que les présentations cliniques sont assez différentes en termes d'évolution clinique et même de phénotype clinique. Et puis l'autre élément, comme je vous l'ai dit, c'est que la méthode de détection était un peu hétérogène, mélangeait des anciennes et des nouvelles méthodes, donc on avait un peu un fourre-tout. Donc c'est dans ce cadre-là que sur le plan national, on a décidé d'essayer au niveau français, de voir ce qu'on pouvait faire sur la description de ces patients souffrant des anticorps anti-MOG. Donc il y a 2 cohortes qui ont été créées, une de cohorte adulte que je pilote et une de cohorte d'enfants pilotée par Kumaran. Et l'objectif, c'était en fait, de caractériser sur le plan clinique, radiologique et biologique ces patients et surtout d'identifier des facteurs pronostiques, de bons ou de mauvais pronostics. Donc ça a été fait sous l'égide de l'Observatoire français de la sclérose en plaques et financé par un appel d'offres ARCEP sur une période de 3 ans, 2014-2017, avec comme critère d'inclusion je vais vous parler de la cohorte adulte, et Kumaran vous parlera des données enfants. Donc bien entendu, un âge de début après 18 ans, un syndrome démyélinisant acquis quel qu'il soit, et puis donc la présence de ces anticorps avec une méthode bien spécifique, comme je vous en ai parlé. Et puis avec une méthode de recueil de données très homogène. Donc ce qu'on a pu voir, et on confirmait tout d'abord le fait que ce spectre est associé à un sexe ratio de 1 pour 1, ce qui est un peu inhabituel pour les maladies auto-immunes, qui sont souvent très en défaveur des femmes. L'autre élément important, c'est que dans notre cohorte nationale, il y avait quasiment que des patients d'origine caucasienne qui étaient touchés, ce qui est très différent de la NMO aquaporin 4, qui touche en proportion plus les patients d'origine africaine. L'autre élément, la présentation clinique la plus fréquente est de loin de ces anticorps anti-MOG et la neuropathie optique, comme vous pouvez le voir ici, qu'elle soit unilatérale ou bilatérale, et plus rarement d'autres présentations cliniques de type myélite, et puis des présentations plus rares qui commencent à être rapportées, qu'on a également trouvé nous, du tronc cérébral ou même encéphalopathique.
Alors un élément important, c'est qu'effectivement la plupart des patients ont des formes peu sévères, mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même donc l'EDSS qui est le sort de handicap qui est copié sur la sclérose en plaques, il y avait quand même des patients qui avaient un EDSS très élevé, voire pré-mortem. Donc il y a malgré tout quand même des patients avec ces anticorps anti-MOG qui ont des formes graves. Alors la plupart des patients ont été traités comme une poussée de sclérose en plaques, c'est pas très surprenant, donc d'abord par la cortisone, et puis si ça marche pas, on proposait ensuite des traitements de maladies à médiation anticorps comme les échanges plasmatiques ou les immunoglobulines polyvalentes. Donc on retrouvait les caractéristiques du liquide cérébrospinal qui avaient été rapportées par d'autres équipes avec la rareté des bandes oligoclonales, puisqu'il n'y avait que 5% des patients dans notre série qui avaient des bandes oligoclonales, l'importance de la pléiocytose. Et puis sur le plan IRM, ce qui était intéressant, c'est que les patients avaient des anomalies à l'IRM encéphalique, ce n'était pas exceptionnel, quelle que soit la présentation clinique d'ailleurs, que ce soit bien entendu un tableau encéphalopathique, mais également un tableau médulaire ou optique. Et puis à la fin du suivi, la plupart des patients restaient en fait sous forme de neuropathie optique qui pouvait devenir récidivante. Quelques patients évoluaient vers un tableau de NMO spectrum disorder, et puis d'autres patients avaient des formes un peu limitées d'atteinte inflammatoire. Donc la question qu'on pose aussi, c'est de se dire finalement quel est le lien entre ce syndrome des anticorps anti-MOG qu'on a longtemps considéré comme peut-être une forme frontière de NMOSD, de neuromyélite optique, ou est-ce que c'est une maladie différente? Donc pour essayer de répondre à ça, on peut regarder, est-ce qu'on peut considérer qu'on a un grand spectre qui s'appelle NMOSD, dans lequel on a des patients qui ont des anticorps anti-aquaporin 4, d'autres des anticorps anti-MOG et d'autres qui n'ont pas encore d'anticorps évalués. Donc si on essaie de voir est-ce qu'il y a des similarités entre les anticorps anti-aquaporin 4 et les MOG, il y en a. Ces patients-là donc, ont une maladie du système nerveux central à médiation immunoglobuline, donc IgG1 essentiellement. Donc on pourrait faire peut-être le parallèle dans ces cas-là avec les synaptopathies auto-immunes, où les cibles sont différentes, mais elles sont considérées comme une entité indépendante. Et là, on pourrait dire peut-être qu'on pourrait parler de gliopathie auto-immune, qui serait dirigée contre des protéines gliales, l'aquaporine 4 astrocytaire d'un côté et la myéline pour les MOG de l'autre. Donc la présentation clinique entre les deux entités est également, comme je vous l'ai dit, similaire. La plupart des patients avec des anticorps anti-MOG ont des présentations de type NMO ou NMO-like, c'est-à-dire atteinte essentiellement du nerf optique et ou de la moelle épinière. Et on a pu montrer dans notre étude également que la plupart des patients, finalement, si on les suivait de façon relativement longue, évoluaient vers une maladie récidivante. Donc c'est une maladie comme la NMO à rechute. Les autres éléments qui sont similaires, c'est bien entendu la présence de ces auto-anticorps, souvent dans le sérum, moins souvent dans le LCR. La présence aussi, possiblement, ça on l'a mis en évidence dans notre étude, d'autres stigmates d'auto-immunité. Et puis ces caractéristiques du LCR. Alors sur le plan IRM, là je vous ai montré qu'il est parfois très difficile de faire la part des choses entre savoir si c'est une atteinte médulaire associée à des anticorps anti-aquaporin 4 ou anti-MOG. Globalement, on peut retrouver quasiment exactement le même présentation avec cette atteinte étendue, souvent assez inflammatoire, de la moelle épinière. Même chose, on a des atteintes du tronc cérébral dans les deux entités, et là c'est... Si vous arrivez à faire la différence entre cette présentation radiologique, c'est très difficile, alors qu'un est anticorps anti-MOG et l'autre est anticorps anti-aquaporin 4. Par contre, il y a quand même des différences claires entre ces deux entités, notamment le tropisme au niveau des noyaux gris centraux, qui est très fréquent, qui est assez fréquent chez les patients souffrant de syndrome des anticorps anti-MOG, comme vous pouvez le voir ici, et qui n'a jamais été retrouvé dans notre série chez les patients souffrant des anticorps anti-aquaporin 4. L'atteinte également du pont, qu'on retrouve chez les patients avec des anticorps anti-MOG, alors que vous le savez, avec les anticorps anti-aquaporin 4, la prédominance de l'atteinte de l'area post-tréma ou du bulbe. Et puis il y a également sur le plan sémiologique clinique des différences. L'atteinte dans le syndrome des anticorps anti-MOG, ça donne une neuropathie optique, mais qui est particulière, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête, c'est une neuropathie optique antérieure, avec un œdème papillaire de façon très fréquente cliniquement, et qu'on peut retrouver également à l'IRM. Alors que les anticorps anti-aquaporin 4, ça donne plutôt une atteinte postérieure, voire du chiasma optique. La démographie est différente, comme je vous l'ai dit, le sexe ratio pour les anticorps anti-aquaporin 4 est très en défaveur des femmes, l'ethnie est plutôt d'origine africaine. Et puis, un élément qui nous paraissait très important et pour lequel on avait peu de données, c'était le risque d'évolution vers le handicap. Et là, on a montré de façon très claire dans notre étude qu'il y avait un risque d'évolution vers le handicap, que ce soit moteur avec le DSS-3 ou visuel avec une acuité visuelle sévère à 2/10, qui était bien moins importante chez les patients avec des anticorps anti-MOG qu'avec des patients avec des anticorps anti-aquaporin 4. Donc on peut quand même vraiment conclure que même s'il y a des éléments de similarité, le pronostic est très différent entre ces deux entités. Donc ça, Kumaran vous en parlera, mais sur le plan physiopathologique, il y a des différences majeures entre ces deux entités également. Donc en conclusion, je pense qu'on peut considérer que le syndrome des anticorps anti-MOG est une entité différente de la NMOSD que vous avez connue, qui est une maladie à médiation anticorps, mais contre l'astrocyte, que le spectre clinique est large.
probablement au-delà du nerf optique et de la moelle épinière. Il faudra garder ça en tête parce qu'il y a de plus en plus de cas cliniques rapportés de présentation encéphalitique notamment. C'est une évolution à rechute, mais avec un pronostic moins sévère que les NMO à anticorps anti-aquaporine 4. Il y a quand même beaucoup de questions qui restent en suspens, hein. La première, c'est est-ce que le test aujourd'hui est abouti? Est-ce que c'est le meilleur qu'on a à notre disposition? Vous avez su que pour l'aquaporine 4, on a évolué sur les 15 dernières années en améliorant les choses. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas encore le cas. Il y a encore des choses à faire pour améliorer les choses. Quel est le lien entre cette maladie et la NMO? Je pense qu'on en a déjà pas mal parlé tout à l'heure. Avec la sclérose en plaques, je pense que c'est une question très ouverte aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que des patients qu'on avait considérés comme une sclérose en plaques, finalement, ils ont des anticorps anti-MOG. Comment évaluer le facteur, les éléments pronostiques, notamment d'évolution péjorative, comme c'est le cas chez certains patients, et puis quelle est la meilleure prise en charge thérapeutique. Donc, je ne vais pas rentrer dans un détail, mais pour chacune de ces questions, aujourd'hui, il y a des études en cours, que ce soit nationales ou internationales, pour essayer de mieux comprendre ce spectre. Voilà, donc je vous remercie. Je vais laisser Kumaran maintenant parler plutôt de l'aspect physiopathologique et clinique de l'enfant. Chez l'enfant, pour revenir à ce qu'avait décrit Romain tout à l'heure, chez l'enfant, on a 50% des enfants qui présentent une pathologie débilinisante, que ce soit ADEM, névrite optique, myélite transverse. Plus de 50% en fait ont des anticorps anti-MOG, déjà dans le premier temps. Deuxièmement, sur le côté de tableau clinique, de la présentation clinique, vous voyez déjà le tableau d'ADEM est un peu plus important par rapport à ce qu'a présenté tout à l'heure Romain. On tourne aux alentours de 20%. Les tableaux de myélite restent aux alentours de 20%, c'est un tout petit peu pareil que ce qu'avait présenté. Les névrites optiques restent toujours en fait la plus grosse part, aux alentours de 50%. Et ensuite, il y a d'autres formes qui ne sont pas bien définies. Ça peut être des enfants qui viennent pour l'hémiplégie ou autres qui sont dans ces autres formes. Par rapport à l'adulte... Ah, sur la caméra. D'accord. Sinon, je vais m'approcher. Oui, ok. Par rapport à ce que, concernant l'âge de ces enfants, on tourne aux alentours de 10 ans chez les enfants, et avec des extrêmes qui vont de 3 à 16 ans, et le sexe ratio, et c'est pareil que chez les adultes, on a autant de filles que de garçons. Et ce qui est intéressant dans cette entité, effectivement, tout d'abord, quand on avait vu en fait les anticorps anti-MOG, on avait dit que c'est une pathologie monophasique, et on avait un peu estimé avec initialement des taux de récidive aux alentours de 20%. Maintenant que plus on surveille ces enfants, plus on les voit à long terme, on se retrouve avec des taux de récidive qui sont donc à 40%. Ce qui veut dire que ça reste néanmoins une maladie qui est de bon pronostic, qui récidive rarement, mais enfin moins, mais ça reste quand même à 40%. Donc ce tableau, on voit rien du tout, effectivement, je suis désolé. C'est un travail européen qu'on avait fait avec Romain, en regroupant plusieurs pays. On avait repris l'ensemble des enfants qui avaient donc une forme récidivante. Et dans cette cohorte-là, on avait un peu confirmé comme quoi au niveau de l'âge, c'est un peu plus jeune, les formes d'enfants qui ont donc une forme récidivante, pardonnez-moi, qui avaient donc 7 ans. Et les éléments intéressants en fait sur ces aspects-là, c'est que... Qu'est-ce qu'il y a ? Bah oui, parce que je vois rien. Je pensais que ça passerait plus simple. Ce qui était intéressant aussi, c'est que il y avait 58% des enfants avaient donc une IRM anormale, et par rapport à l'évolution en pratique de ces enfants, il y a 20% de ces enfants qui avaient donc des difficultés cognitives. Donc là aussi, c'est un autre aspect. Certes, au niveau de moteur, ils n'ont pas beaucoup de difficultés, mais par contre, sur le côté cognitif, ils gardent quand même des difficultés. Et ce qui est important, puisque dans les formes récidivantes, on a l'habitude de dire, bon, ils récidivent, mais ils ne sont pas très graves. Est-ce qu'il y a eu une discussion de savoir, est-ce qu'il faut mettre un traitement de fond ou pas, un traitement au long cours? Et finalement, quand on voit ce chiffre-là, encore une fois, c'était assez simpliste comme recueil de données pour savoir est-ce qu'ils vont à l'école, est-ce qu'ils ont des difficultés, mais on n'a pas fait de test psychométrique pour bien identifier quel type de difficultés ont ces enfants. Donc, tout cela pour vous dire que, comme l'a montré tout à l'heure
Romain, on a effectivement tous ces ensembles de pathologies inflammatoires qui s'entrecoupent au niveau de leur présentation, et les anti-MOG vont être dans ce groupe de maladies qui peut être une présentation de NMOSD, d'ADEM, ou des formes de récidivantes d'ADEM qu'on avait initialement pensé à peut-être une sclérose en plaques un peu atypique et qui finalement n'en sont pas des scléroses en plaques. Et puis dans certaines formes de sclérose en plaques aussi, on avait chez l'enfant, encore une fois, on avait retrouvé ces anticorps, et quand on revoit l'historique, on a l'impression que ce n'était pas vraiment des scléroses en plaques très typiques. Donc vraiment, cette entité est particulière, et encore une fois, Romain a très joliment montré en fait les différences sur l'aspect clinique chez l'adulte. Chez l'enfant, on doit tourner dans notre centre, tout en essayant de regrouper le plus possible des enfants qui ont un NMOSD, un tableau de neuromyélite optique, avec AQP4. C'est extrêmement rare. Nous, dans notre cohorte, on retrouve à peu près aux alentours de 5 enfants sur l'ensemble de notre cohorte depuis 2007. Juste pour rappeler rapidement, donc la copaïne 4 est un récepteur de canal d'eau qui est exprimé un peu partout, et cet AQP4 particulièrement exprimé dans le système central sur les astrocytes et en particulier sur les podocytes. Il a plusieurs fonctions qui ont été décrites. Là, j'ai un peu résumé les fonctions qui étaient importantes, qui sont donc les migrations des astrocytes qui sont activées et la réduction de l'eau en excès. Et il pourrait aussi réduire les phénomènes neuro-inflammatoires dans le système nerveux central. Ça, j'ai oublié de mettre, en fait, j'ai repris un review de monsieur, je pense que c'est monsieur Heindel, qui décrivait un peu les mécanismes en fait les mécanismes physiopathologiques dans lesquels l'AQP4, enfin les pathologies avec anticorps anti-P4 peuvent être impliquées. Donc là, c'est la forme normale, enfin chez les patients normaux, il y a donc des anticorps qui sont présents dans le système nerveux central normal, donc il y a des anticorps qui ne pénètrent pas. Chez les patients, il y aura donc une activation du complément par une pénétration en fait de ces anticorps dans le système nerveux central avec activation du complément. Puis il y a l'intervention des granulocytes et qui vont entraîner en fait la mort astrocytaire. Et aussi vous allez avoir donc une activation une gliose réactionnelle, tout comme l'activation des macrophages, et ensuite secondairement une atteinte des oligodendrocytes qui pourrait entraîner en fait une atteinte neuronale. Donc il y a eu une grosse discussion dans les panels pour savoir est-ce qu'on parle de leucodystrophie ou d'astrocytopathie en fait pour cette maladie. Pourquoi c'est intéressant de comprendre la physiopathe, c'est surtout pour les thérapeutiques. On peut agir, par exemple, si l'activation du complément est responsable de la maladie, d'agir en fait sur le complément, ou bien directement pour les anticorps, ou bien, par exemple, ce qu'on utilise actuellement le plus souvent, c'est d'agir directement sur les cellules qui entraîneraient la formation de cellules qui produiraient des anticorps, que sur les lymphocytes B, par exemple, ou autre aspect. Donc ça, c'était plutôt pour l'AQP4. La MOG, c'est une protéine de la myéline. Ce qui est intéressant, c'est que cette protéine de la myéline n'est pas la plus importante. Elle représente aux alentours de 0,05%. Et elle est surtout, pour l'instant, dite exprimée uniquement dans le système nerveux central chez l'humain. Chez le singe, il paraîtrait que c'est exprimé aussi dans le système nerveux périphérique, mais en tout cas, pour l'instant, c'est dans le système nerveux central uniquement. Et par ailleurs, son rôle est encore un peu à l'étude. Il pourrait s'agir d'une molécule d'adhésion de la myéline. Il pourrait permettre l'activation du complément C1Q et chez les animaux chez lesquels on enlève en fait cette protéine, ces animaux ne développent pas de maladie neurologique, en tout cas à court terme. Nous, ce qu'on avait observé chez les enfants, on avait observé que le complément était augmenté, d'une part, et d'autre part, il y avait des marqueurs inflammatoires qui étaient très élevés chez les patients qui avaient donc des anticorps anti-MOG, et particulièrement chez les patients qui avaient donc des tableaux d'ADEM. Et on avait pris aussi des enfants qui avaient donc des scléroses en plaques, et ces enfants, quand on le regarde maintenant, c'est des formes un peu atypiques. Donc probablement, c'est des formes qu'on a identifiées comme étant un sclérose en plaques, mais probablement qu'ils n'en sont pas. Et puis, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'on avait une corrélation entre cette cytokine qui est l'IL6 et les anticorps anti-MOG.
Et d'autres études ont montré que chez les patients qui avaient donc des anticorps anti-MOG, quand on les mettait sur des cellules oligodendrocytaires de lignée en tout cas, chez les anticorps entraînaient en fait une modification en fait de la structure cellulaire. Donc ces anticorps auraient quand même un effet sur les cellules, de patients. Et si on s'est intéressé un peu sur ces anticorps et on avait réussi, je vous ai déjà montré notre modèle de singe en fait qui mime énormément en fait les enfants qui ont donc des encéphalites avec anticorps anti-MOG et en particulier les ADEM, en injectant de la MOG humaine en sous-cutanée. Ces singes avaient d'une part des images. Ici, vous avez donc un enfant qui a donc un tableau d'ADEM. Ici, une IRM d'un singe qui a donc cette encéphalite qui ressemble énormément. Et en pratique, ces singes développent aussi des anticorps et des cellules qui ressemblent énormément en fait au modèle humain, enfin au modèle humain, aux hommes. Et si on regardait en fait les marqueurs cytokiniques, ce qu'on avait observé, c'est que ici, vous avez donc le LCR des enfants qui ont une encéphalite avec anticorps anti-MOG et sans MOG. Et ici, chez les singes, ce qu'on observe, c'est que quand les enfants sont positifs aux anticorps anti-MOG, le LCR qui a été prélevé au moment de leur première poussée, on voit que l'IL6 est très élevé par rapport aux enfants enfin, est très élevé de double par rapport aux enfants qui sont donc MOG négatifs. Le GSSF aussi est élevé et l'IL8 aussi un tout petit peu, mais ici on n'avait pas véritablement de différence, mais n'empêche que ça va être intéressant parce que les cellules qui vont être impliquées vont être surtout liées à la sécrétion de ces cytokines. Chez le singe, on a le même tableau d'inflammation dans le LCR, ce qui suggère que ce singe-là va nous servir de modèle qui vont nous permettre probablement de comprendre en fait le mécanisme. Ça, c'est un autre... c'est les coupes anatomopathologiques qu'on a obtenues ici en bas des singes et en haut chez des patients pour lesquels on avait donc des doutes diagnostiques parce que leurs tableaux, comme je vous ai dit, c'est des tableaux extrêmement explosifs avec des lésions importantes d'ADEM. Et parfois, quand on a des doutes, on demande de faire des biopsies. Donc, c'était une des biopsies qui a été faite dans ces conditions-là. Ici, vous avez donc un marquage MBP, qui est donc le marquage de myéline. Et en rouge, vous avez donc le marquage des IgM dans cette partie-là et des IgG dans cette partie-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu d'IgM, en fait, dans cette coupe-là. Alors que les IgG, on en voit, il y a une colocalisation, ces grosses cellules, une colocalisation dans ces cellules-là, qui sont des cellules plutôt myéliniques, des colocalisations à la fois de la myéline et des IgG, pardonnez-moi, dans ces grosses cellules qui sont des cellules inflammatoires, comme si donc ça absorbait, en fait, ça a mangé en fait la myéline avec ces IgG. Ici, on a fait donc un marquage de complément et on voit que le complément est colocalisé donc avec ces cellules-là, confirmant un peu le rôle de l'activation du complément par ces IgG. Et on a le même type de marquage dans le cerveau des singes, confirmant un peu que l'activation du complément dans ces modèles. Donc, pour l'instant, on est en train de travailler encore sur les mécanismes de quel type de cellules sont impliquées pour l'activation de quel type de cellules sont impliquées dans ces pathologies. Il y a probablement le complément, comme je l'ai montré, il y a l'activation du complément. Quelles cellules activent ces compléments? Pour l'instant, on est en train d'y travailler. Et cela permettra aussi de voir quel type de thérapeutique on peut proposer, en particulier chez les enfants qui auraient donc des formes récidivantes. Voilà. Merci. Cet aspect qui a été décrit chez l'adulte avec l'atteinte des thalamies, tu l'as retrouvé aussi chez l'enfant? Oui, parce que si on prend des formes d'ADEM, par exemple, tu as 50% d'atteinte des noyaux gris, en particulier des thalamies. Ils sont particulièrement myélinisés, comme tu le sais. Donc, ouais. On n'est pas très étonné que ce soit quand même les premiers qui nous fassent parler d'eux quand c'est la MOG qui est impliquée. Tout à fait. Là-dessus, on avait fait un petit travail local à Lyon, Combard avait participé, on avait comparé les ADEM MOG des ADEM non MOG, et un élément qui permet de discriminer, c'est l'atteinte des thalamies,
qui est beaucoup plus associé aux ADEM MOG. Comment vous envisagez d'explorer la question du mécanisme immunologique du déclenchement de cette inflammation? Est-ce que vous avez une approche d'épidémio-santé publique dans laquelle vous regardez tous les événements? Comment vous voyez ça? Quelles sont vos hypothèses? Vous voulez dire sur le mécanisme immunologique, c'est-à-dire des facteurs qui déclenchent? Alors, pour la partie pédiatrique, pour l'instant, on s'est focalisé, je vais répondre de deux façons, on s'est focalisé actuellement avec le modèle qu'on a qui ressemble énormément au modèle, à l'homme. On est en train de travailler sur les cellules immunitaires qui vont être... on est en train de travailler, on est en train de voir même avec des approches de stimulation avec la MOG et de voir quelles cellules augmentent, et ainsi de suite. Maintenant, sur le côté épidémiologique, pour l'instant, il y a déjà un premier travail qui a été déjà fait sur les vaccinations, par exemple, sur les vaccinations, mais on avait pris de l'ensemble, c'est-à-dire on avait pris maladies démyélisantes globalement, et il y a déjà un travail qui a été fait pour juste séparer avec la sclérose en plaques. Donc, on a déjà vu que dans les maladies globalement, prenant l'ensemble des enfants qui ont une maladie démyélisante, on n'a pas vu de différence on n'a pas vu de différence déjà entre la sclérose en plaques et l'ensemble des maladies démyélisantes. Ensuite, j'ai pas encore commencé. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on a mis de côté pour faire étape par étape. Est-ce que la vaccination peut intervenir? On n'a pas l'impression, en tout cas globalement en regardant comme ça. Est-ce qu'il y a des facteurs du genre infectieux, des facteurs infectieux qui pourraient être impliqués? Encore une fois, j'ai pas cette impression, bien que la grosse majorité des ADEM, par exemple, sont déclenchés après une infection, dans 50% des cas. On avait la piste de EBV, mais là aussi, l'EBV était beaucoup plus fréquent dans la sclérose en plaques et pas globalement dans l'ensemble des autres, en particulier l'ADEM, en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas vu de différence. Maintenant, peut-être que si on fait une sous-groupe, le gros problème qu'on a, c'est le nombre, en fait. Donc, on va se retrouver avec des patients qui vont être beaucoup plus rares, moins fréquents. Et donc, du coup, tirer des conclusions, ça va être compliqué. Donc, on attend de regrouper l'ensemble des choses et d'avoir une piste. Peut-être, Romain, tu veux dire chez les adultes? Non, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. C'est vrai qu'aujourd'hui, la problématique principale, c'est celle de la rareté de la maladie pour faire des études épidémiologiques de qualité, notamment de causes à effet environnementales ou autres. On a quand même, moi je serais un peu moins catégorique que Kumaran, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même un trigger infectieux beaucoup plus fréquent que dans d'autres pathologies inflammatoires démyélisantes, que ce soit la sclérose en plaques. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut rechercher. Même si c'est souvent des virus différents, on n'a pas l'impression. Il y a peut-être quand même quelque chose qui fait que ça va déclencher ensuite un processus qui va s'autonomiser. Donc ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourrait travailler. Après, on essaye de récupérer, mais c'est des données qui sont difficiles à récupérer. La qualité des données n'est peut-être pas assez bonne, donc il faudra peut-être réfléchir à une étude vraiment dédiée à l'identification de ces mécanismes qu'on n'a pas encore fait aujourd'hui. Alors, tu veux répondre? Alors, jusqu'à présent, j'ai pas entendu jusqu'à il y a un mois. Il y a une forme. Alors, donc, du coup, on est en train de voir. Il faut qu'on confirme, etc. On a fait rétrospectivement. Donc, l'enfant a fait donc un tableau d'anticorps anti-MOG chez toi. Et le papa a fait donc un tableau de NMOSD avec AQP4+. Donc, du coup, il faut qu'on travaille dessus. Donc, du coup, c'est quand même un tableau de NMOSD un peu... je sais pas si tu as des tableaux de NMOSD familial. Non, c'est exceptionnel. Je crois qu'il y avait une étude qui avait été faite dans le monde. Ils avaient trouvé 6 patients pour l'aquaporine 4. 6 familles. Donc c'est exceptionnel. Pour les MOG, on a par contre, nous, des patients qui nous disent dans la famille, j'ai une sclérose en plaques. Donc on se dit, est-ce que c'était vraiment une sclérose en plaques ou c'était pas autre chose, quoi. Mais est-ce que c'est pas la susceptibilité que tu as familiale? C'est-à-dire le problème, c'est qu'on a l'impression, pourquoi est-ce que tu vas choisir cet anticorps vis-à-vis de l'astrocyte ou vis-à-vis de ta myéline ou vis-à-vis de ton anti-NMDA aussi, à la limite, ça peut être du neurone. C'est-à-dire, quel est le facteur? Est-ce que c'est un facteur qui est dû à ton immunité, c'est-à-dire à peut-être ton trigger qui va arriver pour enlever ton répertoire immunitaire, ou est-ce que tu as une susceptibilité dans la composition de ta substance blanche, en particulier dans la façon dont cette myéline est fabriquée, c'est-à-dire elle est maître, qui fait que tu vas être plus sensible à déclencher un phénomène auto-immun vis-à-vis de cette protéine, parce que c'est pas n'importe quelle protéine, la MOG, elle est quand même à la surface, l'aquaporine 4, elle est aussi à la surface, donc elle est beaucoup plus antigéniquement abordable. Donc là, si tu veux, le problème, c'est de savoir est-ce que tu as des facteurs favorisants de la substance blanche elle-même, qui pourraient être responsables de cette susceptibilité. Parce que le reste, après, les histoires familiales te montrent plutôt que c'est une susceptibilité
immunitaire, entre guillemets. Quand on dit chercher le virus chez l'enfant, ça semble simple, mais c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, soit c'est des PCR et puis ok, on fait des panels qu'on a, je pense à peu près tous, hein, c'est-à-dire les groupes herpès, entérovirus. Puis après, ça se complique, on en fait certains, d'autres pas, on sait plus trop. Si on est sur les anticorps, on est un peu paumé, d'autant plus qu'après, on va bricoler un peu l'immunité pour faire céder la maladie. Donc, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il y a des pistes qui sont importantes à garder en tête, à rechercher obligatoirement dans ce cadre-là ou... Pour l'instant, je n'ai pas de virus spécifique à chercher en dehors de ce qu'on fait d'habitude.